Je vous invite à vous asseoir pour que nous puissions reprendre le cours de cette matinée autour de la dématérialisation. Et donc, pour cette seconde partie, nous allons pouvoir écouter trois professionnels de la dématérialisation. D'abord, avec concrètement quelles sont les solutions aujourd'hui qui peuvent se mettre en place. Donc Xavier Barras a pu nous expliquer finalement qu'il n'y aurait pas demain un méta-catalogue de données, mais plutôt un catalogue des catalogues. Et donc quand on dit des catalogues, des catalogues électroniques. Nous allons écouter Richard Pommier, qui est donc le fondateur de la société Bluepim, qui est une des solutions aujourd'hui qui existent pour l'échange standardisé de données. Et donc, Richard va pouvoir nous éclairer sur concrètement qu'est-ce qu'un catalogue électronique et comment cela fonctionne. Bonjour, Richard Pommier. Donc, je suis le directeur général de la société Bluepim. Bluepim est un catalogue électronique qui peut aussi être appelé chez les anglo-saxons un data pool. Donc c'est un outil de gestion et d'échange de l'information produit. Je voudrais revenir un petit peu sur l'historique. Donc je n'ai pas tout vu personnellement dans ce qui s'est passé sur la dématérialisation depuis que ça a démarré. Mais je pense que c'est important qu'on la resitue rapidement. Tout d'abord en partant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trois types d'échanges pour les fiches produits, trois process, trois façons de faire. Donc les fichiers Excel qui sont formatés par les différents distributeurs, des portails éventuellement privatifs aussi créés par les distributeurs, et maintenant donc la fiche produit dématérialisée qui est créé par les catalogues électroniques. Si on remonte un petit peu en arrière, ça a démarré dans les années 90. Il y a eu des premières tentatives de fait au niveau des échanges EDI, avec des messages qui avaient été créés, donc des messages ProDate pour le produit, des messages PRICAT pour les prix. Et ça existe encore, il y en a un petit peu, il y a encore quelques enseignes qui échangent, mais très peu. Ensuite, dans les années 2000, donc, GS1 France avait essayé de constituer, avait fait une première tentative sur un réseau qui s'appelait ENNet, qui a été un peu le départ véritablement de ce qui est aujourd'hui donc la fiche produit dématérialisée. Et ce réseau ENNet donc, a été remplacé par le GDSN. Et le message qui est important à travers ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on est véritablement sur une solution globale, une solution qui est adoptée par l'ensemble des acteurs. Et pour avoir entendu pendant de nombreuses années des commentaires du genre ça marchera pas, aujourd'hui il est clair que ça marchera et que donc la plupart des grandes enseignes mondiales, la plupart des grands industriels sont engagés dans cette technologie qui permet donc de dématérialiser la fiche produit. Donc comment ça marche? Donc un catalogue électronique, c'est donc une solution qu'on appelle SaaS ou web. C'est en fait une solution donc accessible sur le web qui permet à un éditeur d'éditer l'ensemble de ces informations produits, puis de les publier. Donc ça c'est du jargon métier, donc de les envoyer vers les destinataires de son choix au sein du réseau. Si on peut effectivement expliquer de manière grossière ce qu'est un catalogue électronique, c'est une base de données, donc avec autour des connecteurs qui permettent donc d'envoyer les informations. En ce qui concerne le contenu de ces informations, donc progressivement le réseau traite des informations qui sont tout d'abord administratives, logistiques, tarifaires, et donc aujourd'hui, et c'est un peu le sujet, je pense, de cette réunion, des informations dites consommateurs, donc INCO, et sans doute demain les photos dont Xavier Barras a un petit peu parlé.
La valeur ajoutée du catalogue électronique, elle se situe à court terme, puis ensuite à long terme. À court terme, ce qui est très très important, c'est que donc il y a une fiabilisation des données et une fiabilisation des échanges. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans un fiche produit dématérialisé, on va traiter plus de 200 attributs ou critères différents. Donc, comme je l'ai expliqué, logistique, administratif, tarifaire, maintenant INCO. Et donc, c'est important que l'ensemble de ces informations soient contrôlées à la source par le propriétaire, donc la marque. Donc là, le premier pivot, le premier pilier important de cette fiabilisation, c'est effectivement la maîtrise du contenu. Le deuxième aspect, c'est que donc, une fois que la saisie a été faite, ou pendant que la saisie est faite, donc sur les catalogues électroniques, ces informations sont contrôlées. Il y a un certain nombre de règles qui sont éditées par GS1 et ensuite les catalogues électroniques aussi mettent en place des règles d'usage ou des alertes de manière à ce que la personne, la marque qui édite ces informations soit sûre d'envoyer à son client des informations fiables. Les contrôles peuvent être très simples, ça peut être des contrôles de champs obligatoires, ça peut être des contrôles de champs obligatoires sur des attributs qui sont dépendants, ça peut être de la cohérence entre les différentes données, que ce soit des données logistiques entre un produit, un carton et sa palette, et l'ensemble des couches, et on multiplie, et on vérifie bien que les poids, les hauteurs, les largeurs, tout cela soit conforme, des contrôles sur les dates, que les dates effectivement aient du sens. Donc, et enfin aussi un certain nombre de contrôles effectivement sur des algorithmes pour notamment les questions tarifaires. Donc ça c'est très très important parce que ces contrôles-là n'existaient pas dans la fiche Excel. Ou en tout cas on pouvait les mettre, mais c'était quand même relativement compliqué étant donné qu'on arrive à avoir jusqu'à 400 ou 500 contrôles divers et variés au sein d'une fiche. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le point important et c'est le point que les distributeurs mettent en avant auprès de leurs fournisseurs pour l'adoption de ces outils. Un point qui est peut-être un petit peu moins valable aujourd'hui, mais qui le sera dans le futur, c'est la productivité. Effectivement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est un peu entre deux mondes, l'ancien monde des Excel et encore de certains portails et la fiche produit dématérialisée. Donc on a assez peu en fait de gains de productivité au niveau de la saisie, étant donné qu'on a un certain nombre de ressaisies, ou en tout cas de saisies multiples. Donc effectivement, c'est un petit moment un peu difficile à passer, mais on peut penser que dans les 2-3 années qui viennent, le fait que la plupart ou la grande majorité des enseignes françaises, européennes, voire mondiales, se mettent effectivement autour de ce réseau, la productivité va effectivement augmenter et le fameux donc, éditer une fois, publier pour tous, sera effectivement quelque chose de tout à fait intéressant pour tout le monde. On m'a demandé d'imaginer ce que serait fait demain. Je ne sais pas, j'ai essayé. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a déjà en fait des flux qui sont donc bidirectionnels, c'est-à-dire que ce sont des flux qui sont poussés dans un premier temps par les industriels vers leurs clients. On a déjà cependant des flux qui sont aussi reçus par les industriels. On a notamment un flux d'appel d'offres qui est utilisé par certaines enseignes et qui permet à une enseigne d'envoyer une demande donc, de proposition à un de ses clients. Il est imaginable qu'à l'avenir, effectivement, un certain nombre de flux, je ne sais pas lesquels, mais soient remontés instantanément aussi à travers ces outils donc de catalogue électronique vers l'industriel, créant une nouvelle valeur partagée.
L'autre chose aussi qui semble intéressant, c'est les premiers exemples qui ont été mis en place, ou des premiers pilotes, des premiers tests, où on essaye donc de lier ce qu'on appelle des sources qui viennent de différents endroits, des sources publiques, de l'open data ou des sources privées, et de faire ce qu'on appelle donc du linked content, c'est-à-dire d'associer l'ensemble de ces informations de manière synchronisée sur une page web ou sur une application, avec éventuellement des traitements possibles. Voilà, donc c'est cette fluidité, cette exhaustivité, cette synchronisation de ces différentes informations qui, sans doute, à l'avenir, vont proposer une véritable valeur ajoutée, soit en tout cas supplémentaire par rapport à celle qui existe. Pour l'ensemble des utilisateurs. Bon, d'autre part, il y a aussi déjà, je crois qu'elles sont présentes aujourd'hui, un certain nombre d'applications donc tournées vers le consommateur qui sont à disposition. Bien sûr, l'objectif, je suppose, pour ces informations sera d'enrichir le contenu. C'est probablement quelque chose qui pourra être fait aussi depuis les catalogues électroniques, une fois que tout le monde aura bien vu les intérêts partagés. Voilà. Si vous avez des questions, ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Si on imagine ce que vous projetez à la fin, la fluidité et l'implémentation en temps réel, en quelque sorte, l'aspect contrôle va devenir extrêmement important. Donc, comment vous envisagez ça et du coup, qui serait l'autorité de contrôle? Le principe du catalogue électronique, tel qu'il a été expliqué préalablement, c'est que l'éditeur, donc en général chez nous une marque, un fabricant, un industriel, reste le propriétaire donc de ces informations. Et il est à la fois propriétaire, mais c'est lui qui décide de les publier. Donc de toutes les façons, tout ce qui partira du catalogue électronique ne peut avoir que son consentement, ou alors c'est une information qui est venue d'une autre source. Chez nous, les scientifiques, on a la formule « publish or perish ». Est-ce que vous pensez que ça sera la même chose pour l'industrie demain? Oui, je pense, parce qu'il y a une demande. Il y a une demande à la fois métier, il y a une demande consommateur. On s'aperçoit, je regardais un site internet d'une star américaine qui a démarré de manière extrêmement rapide et sur des choses très simples mais très visuelles. Il change en fait la façon de faire du e-commerce avec beaucoup de photos, beaucoup d'informations, une vraie expérience. Et on se dit, mais oui, bien sûr, c'est tellement plus agréable pour un consommateur d'avoir toutes ces informations, toutes ces photos, plutôt qu'une miniature et trois lignes. Il y a une évidence, en fait, qui fait qu'il y a un intérêt commun pour à la fois les gens qui vendent et les gens qui achètent. Donc oui, je pense il va falloir publier de la donnée propre, riche, qualifiée, etc. Et, ouais. Juste un point, donc pour favoriser cette ouverture des données, en fait, on comprend bien que dans le catalogue, donc, il y a des informations qui sont purement privées ou qui sont purement dans du commerce B2B, qui n'ont pas lieu de circuler partout, mais qu'inversement, une partie de ces informations, en particulier les mentions obligatoires, etc., sont des informations qui se trouvent dans des bases, dans des catalogues privés, mais qui sont de fait des informations publiques, puisque c'est des informations auxquelles tout le monde a droit, comme nous l'a expliqué Claude Duchemin, quand les individus souhaitent acheter des produits. Donc du coup, vous pouvez tout à fait garantir à la fois, même si bien sûr, en dernière analyse, c'est le producteur, celui qui a mis ces données, qui décide de les ouvrir ou de ne pas les ouvrir, mais vous, si j'ai bien compris, donc vous pouvez constituer le cadre qui peut garantir que c'est bien les données du producteur et pas celles de quelqu'un d'autre, donc garantir l'origine et la qualité des données, ce qui est un point important, on l'a vu ce matin, et deuxièmement, faire en sorte que l'interrogation soit limitée ou rendre
ouvert la partie qui est de fait de l'information publique contenue dans ces bases privées. Ça relève bien de votre savoir-faire. Nous ne garantissons pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le réseau en lui-même garantit le fait que cette information ne peut pas avoir été poussée par un autre intervenant que le propriétaire. En ce qui concerne effectivement l'information obligatoire, si elle devient publique, là on rentre dans des considérations juridiques que je ne maîtrise pas. Mais voilà, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système est fait de telle sorte qu'il n'est pas possible d'envoyer en tout cas une information qui n'est pas volontairement envoyée et de l'envoyer en plus à un destinataire qui ne serait pas le bon ou à ce qu'on appelle un marché cible, c'est comme ça qu'on parle, voilà, qui ne serait pas le bon. Et on est certain donc au niveau du réseau que cette information a bien été publiée par son propriétaire. Merci pour cette présentation qui nous éclaire sur ce qu'est un catalogue électronique et sur le type de solutions concrètes qui se mettent en place